tout le monde veut de la participation citoyenne, mais personne n'aime la mettre en œuvre. Bon, j'ai l'exclusivité avant Bruno Le Maire. Donc, ça, C'est un gros trait, ça doit encore être décidé. Gros travail de journaliste de Planète Ingé. On est sur toutes les exclus. Il n'y a pas de bon ratio. Il y a ceux qui sont alignés avec la transition écologique et il y a ceux qui font n'importe quoi. C'est tout. Okay. C'est pas parce qu'on se comporte mal d'un côté de la planète qu'on est obligé de faire pareil de l'autre côté. Donc, quand je fais le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du CNES, avec la partie base spatiale, 80% de mon émission, c'est... Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingénieur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurence Monneiller-Smith, directrice développement durable au CNES. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Après 2 épisodes très réussis déjà dans l'univers du spatial avec Lucie et avec Clément. On va continuer nos aventures dans cet univers. Est-ce que tu peux te présenter aux invités rapidement pour donner un petit peu de contexte? Bien sûr, j'ai toute une première partie de carrière comme professeur d'université. Et j'étais pendant presque un peu plus de 15 ans professeur en sciences de l'information et de la communication, et notamment l'essentiel de ma carrière à l'Université de technologie de Compiègne. Et où j'ai démarré comme jeune maître de conf, où je faisais des travaux de recherche avec une carrière assez classique pour une universitaire, dans le laboratoire de sciences humaines et sociales de l'UTC, laboratoire qui était fondé par un grand philosophe qui est maintenant mort, qui s'appelle Bernard Stiegler, qui était un grand philosophe de la technique. Et donc, j'ai travaillé là, j'ai fait soutenir pas mal de thèses, beaucoup avec des ingénieurs, donc c'est une école d'ingénieurs. Moi, j'ai toujours travaillé en école d'ingénieurs parce que mon tout premier poste, c'était en génie électrique. Alors, vous voyez, j'ai toujours bossé avec des futurs ingénieurs. Et donc, on était spécialisés dans ce laboratoire. Alors, un laboratoire avec beaucoup de sciences cognitives, de l'économie de l'innovation et des sciences de l'information et de la communication, beaucoup focalisés sur l'analyse des réseaux. On était les tout premiers, en fait, à l'époque, il y a presque 20 ans, les tout premiers à travailler sur l'analyse des réseaux d'influence et la dynamique des réseaux. Et puis, voilà, donc j'ai fait ça pendant un certain temps et puis, il y a une occasion qui s'est présentée à moi. J'ai travaillé beaucoup sur l'utilisation des nouvelles technologies à l'époque et du numérique en matière politique. C'était mon grand sujet, sur la participation citoyenne, sur les grands débats publics, comment les gens avant même que les réseaux sociaux existent, comment les gens s'emparent d'Internet pour faire de la politique. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et notamment on travaillait avec les étudiants sur la manière dont on peut utiliser ces réseaux pour faire, c'était l'époque des grandes manifestations du printemps arabe et tout ça. Et l'occasion s'est présentée à moi de façon un peu inattendue. J'ai été nommée vice-présidente de la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante qui organise des grands débats publics. On en a beaucoup entendu parler au moment du grand débat citoyen. Ouais. Donc j'ai été nommée là parce que je travaillais sur le sujet, que j'étais une des rares expertes en France de la participation citoyenne, de la donnée. J'ai beaucoup travaillé sur Open Data aussi, c'était un de mes sujets de recherche sur lequel mes étudiants en thèse travaillaient. Et c'était le démarrage à l'époque où la France était à la tête de la présidence de l'Open Government Partnership. Donc, j'ai pas mal travaillé sur ces sujets. Et donc, pendant 2 ans, je me suis occupée de débats publics, des choses un peu tendues, du genre les déchets radioactifs, ces trucs un peu compliqués, les éoliennes offshore. Et je suis pas restée très longtemps parce que au bout de 2 ans, Ségolène Royal est arrivée au gouvernement et elle m'a nommée commissaire générale au développement durable et déléguée interministérielle au développement durable. D'accord. Et donc, j'ai tenu ce poste de 3 ministres successifs pendant plus de 4 ans. Et puis, je suis partie et j'ai rejoint le Centre national d'études spatiales. D'abord comme conseillère du PDG, conseillère environnement et climat du président.
Et puis ensuite, très rapidement, en fait, j'ai monté toute la politique de responsabilité sociale du CNES et on a créé dans la foulée une direction qui est en charge de ça. C'était juste avant le Covid. Pendant le Covid, tout ça, ça s'est fait à ce moment-là. Au bout d'un an, je suis arrivée, on a créé la direction et depuis, je suis à la tête de cette direction qui, du coup, a pris beaucoup d'ampleur du fait de l'accroissement de l'importance de ces sujets. D'accord. Juste avant de rentrer dans les thématiques qu'on a décidé de traiter ce matin, Laurence Kness, qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement? Comment, c'est quoi les grandes lignes dans ton esprit? Comment on arrive à convaincre les gens ou à faire parler les gens ou à embarquer les gens dans un projet, justement, selon toi? Non, moi, les principales, je dirais, les grandes conclusions de tout ça, c'est que tout le monde veut de la participation citoyenne, mais personne n'aime la mettre en œuvre. Que, en fait, je me suis beaucoup battue. Ça a été toute ma première partie de carrière de chercheur. Hein, a été vraiment de dire, on se gargarise beaucoup d'écouter les gens, de participation citoyenne, mais de fait, quand il s'agit très clairement de faire de l'ingénierie de la participation, il y a beaucoup de réticence dans tous les sens. Du côté des ingénieurs, il a fallu faire évoluer la culture ingénieurale beaucoup pour leur faire admettre que le savoir ne donnait pas un accès immédiat à l'intérêt général. Que c'est pas parce que les solutions imaginées par les ingénieurs ne sont pas toujours les solutions les plus applicables socialement et qui sont appropriables et acceptées socialement. Que les politiques, je parle des politiques locaux parce que les projets ils sont toujours ancrés très très localement. Que les politiques locaux ont aussi beaucoup de mal à faire coïncider une légitimité politique issue des urnes et une légitimité démocratique issue de la pratique démocratique quotidienne. Est-ce que le rôle du politique, c'est pas aussi parfois d'imposer des décisions? Voilà, à force de demander l'avis aux gens, parfois, est-ce que c'est pas toujours, Non, mais de on toute se met pas façon, des bâtons? quand on demande pas l'avis aux gens, ils finissent toujours par vous rattraper et ça se traduit ça finit toujours très mal. Toujours. Ne pas vouloir. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un périmètre de la décision démocratique, il y a un périmètre de validité, c'est-à-dire que il faut véritablement demander l'avis aux gens sur des sujets qui les concernent très directement, qui concernent leur vie, leur expérience de vie quotidienne, leur cadre de vie. Ça, c'est extrêmement important. Sur des grands choix sociétaux, si vous pouvez être un petit peu en avance de phase, typiquement sur la peine de mort, ça c'est le sujet qu'on dit souvent, qu'on prend souvent en exemple. Si on avait demandé l'avis des Français sur la peine de mort, auraient-ils dit oui à l'époque? Peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que c'est rentré en congruence avec ce que pensait la grande majorité des Français. Et donc, ça n'a pas posé de problème. C'eût été l'inverse, imaginons. Je pense que ça aurait grave posé un problème, comme sur les grands choix de politique énergétique de la France. Le fait qu'on n'ait pas demandé l'avis aux Français s'est traduit par de multiples problématiques dans tous les sens. Et a tendu de façon, est une des raisons de problématiques. Il y en a d'autres, hein, mais de crise de la démocratie, de crise de la représentation que nous avons connue dans les années 70, en particulier 80, et qui revient de manière assez récurrente. Plus personne ne ferait ça aujourd'hui. Et pourtant, que ce soit au niveau politique ou au niveau entreprise, on voit un détournement de cette volonté de donner la parole aux gens ou de consulter les gens. On l'a vu, on organise des conventions citoyennes et on balaye d'un revers de main les conclusions. En entreprise, moi j'ai vu souvent des pseudo-consultations où les résultats sont déjà préparés et on croise les doigts pour que la consultation colle avec les résultats. Et après, c'est du top-down. Les conclusions tombent, sont déjà prémâchées. Donc le danger, j'imagine, il est là. C'est d'utiliser les consultations, mais à des fins, à des mauvaises fins, quoi. Mais absolument. Enfin, bon, il y a une littérature longue comme un jour sans pain là-dessus. Et j'ai beaucoup milité à l'époque où j'étais en responsabilité au ministère de la Transition écologique et quand j'étais à la CNDP, justement pour la sincérité des débats. On a toujours tort de manipuler un débat public. Toujours. Ça se retourne toujours contre vous.
C'est incroyable, cet aveuglement historique étayé par des centaines d'études qui montrent que on n'organise pas de manière insincère sans conséquence un débat public. Même une consultation, ça se retourne toujours contre vous. C'est fatal, c'est écrit, donc c'est absurde. Après, il est des cas dans lesquels, en fait, il n'est pas pertinent de le faire parce que les marges de manœuvre sont trop étroites. Il y a vraiment des cas dans lesquels, en fait, les contraintes multiples de tous ordres sont telles que si on fait croire aux gens qu'ils vont pouvoir, en fait, avoir un impact sur la solution, à ce moment-là, c'est de mauvaise guerre parce que ça va susciter beaucoup de frustration. Alors du coup, il y a sachant ça, il y a quand même un certain nombre d'organisateurs de débats publics qui font comme si les contraintes étaient telles qu'il n'y avait pas de choix, ce qui n'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Donc toute la difficulté que l'on a en tant que décideur et l'intelligence que l'on doit avoir en tant que partie prenante autour d'une question sociale, quelle qu'elle soit, d'un projet, d'un choix socio-technique, quel qu'il soit, c'est d'essayer d'être très sincère collectivement sur les marges de manœuvre existantes et sur les possibilités que l'on a d'ouvrir du décidable. Et si vous vous faites attaquer, vous prenez des bombes sur la tête, évidemment, on n'est pas dans l'ordre du débat public et du décidable. Si vous êtes après tout l'art de beaucoup de décideurs ou d'ingénieurs qui n'ont pas trop envie de voir des gens mettre le nez dans leurs affaires et de consister à montrer qu'en fait, il n'y a rien qui est décidable et qu'il n'y a qu'une solution, et c'est celle de l'école de l'air. Donc, c'est toujours là-dedans, dans cette espèce de maelstrom de discussion entre les uns et les autres que se joue le rapport de force, d'ouvrir le décidable. C'est intéressant. Oui, j'imagine. On va peut-être en reparler d'ailleurs après, en parlant c'est une question que se pose souvent, les obstacles qui se présentent à toi dans ton quotidien. En tout cas, bon, c'est une bonne introduction. On a un peu digressé, mais les auditeurs nous pardonneront. Ça valait le coup peut-être de vrai. Donc, Laurence, tu es directrice développement durable du CNES. À quoi ça ressemble une journée? Par exemple, ce matin, comment ça s'est passé ta journée? Quel est le périmètre, ton périmètre d'action? Une semaine typique, c'est en tant que directrice, là en ce moment, je discute avec pas mal de parties prenantes parce que nous sommes en train d'élaborer la feuille de route de décarbonation du secteur spatial. Donc c'est un gros sujet qui m'embarque beaucoup, et en fait une journée de directrice de développement durable au CNES en particulier, c'est un peu particulier parce que c'est une entreprise, mais c'est une entreprise publique qui joue un rôle au sein de son écosystème et qui est chargée par le gouvernement d'accompagner l'ensemble de l'écosystème spatial. Donc je ne suis pas que tournée vers mon entreprise. Je suis aussi tournée vers l'ensemble d'un écosystème et l'ensemble des entreprises du spatial que j'accompagne. Donc j'ai un peu cette casquette qui fait que autant j'ai une partie de mes journées qui est consacrée. Là, cet après-midi, je vais travailler sur la création d'une fondation pour accompagner l'écosystème. Donc, on est en train de réfléchir à cette création fondation. C'est une très jolie idée. J'ai des discussions cet après-midi sur comment est-ce que au sein de la taxonomie européenne, les entreprises du spatial se positionnent, et comme il va y avoir l'EU Space Law qui va être voté, qui est en phase d'élaboration, comment est-ce que j'aide à pousser la position de la France et des entreprises françaises dans le pilier environnemental de la EU Space Law. J'ai une partie de ma journée qui est consacrée à la préparation de la commission de durabilité du CNES que nous venons de créer. Et puis j'ai une partie de ma journée cet après-midi, en fin d'après-midi, qui va être consacrée au suivi avec mes équipes des sujets sur la stratégie bas carbone, par exemple. Et je prépare aussi mon voyage en Guyane. Oui, ça fait partie c'est le troisième thème qu'on va aborder. Comment faire de la Guyane le premier port spatial écologique. C'était ça dont on voulait parler. La décarbonisation de la filière spatiale, c'est un grand sujet, j'imagine. C'est quoi les principales stratégies que tu vois qui pourraient se mettre en place pour justement réduire l'empreinte carbone?
des activités spatiales aujourd'hui? Alors, c'est un tout petit peu tôt pour en parler, mais je peux essayer de dire à grands traits, mais c'est un tout petit peu tôt pour en parler parce qu'en fait, le ministre Bruno Le Maire nous a demandé qu'on lui remette notre feuille de route au mois d'octobre. Et Ah donc, d'accord. on est en train d'élaborer ça. Donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler au sein du COSPAS. Donc, le COSPAS, c'est une entité de gouvernance de l'écosystème spatial en France, donc de la filière, qui rassemble des représentants des grands industriels, des industries du New Space, et évidemment des pouvoirs publics et du CNES, pour essayer de réfléchir, enfin pour avancer sur toute une série de problématiques industrie de la filière. Et il y a dans ce COSPAS, il y a un groupe de travail qui est spécifiquement dédié aux problématiques de la diminution de l'empreinte environnementale du secteur spatial. Et donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc on s'est un petit peu tous réunis. On était à Bordeaux hier toute la journée chez Ariane Group pour réfléchir au grand. D'abord, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est d'avoir une idée un peu plus claire de l'empreinte carbone de la filière. Et c'est complexe et je pense que en fait c'est plus complexe que n'importe quelle autre filière industrielle pour une raison très simple, c'est qu'on est les seuls à avoir un impact dans les hautes couches de l'atmosphère, donc pas seulement dans la troposphère, mais aussi mésosphère, stratosphère. Et en fait, en termes de connaissances scientifiques, c'est compliqué. On manque d'études et de travaux qui nous permettent de savoir si, lorsque vous faites des émissions de suie ou des émissions de CO2 dans la stratosphère, on n'est pas du tout sûr que ça a le même impact. C'est peut-être plus fort que si vous faites ces émissions au niveau, au niveau de la Terre ou au niveau de la troposphère, par exemple, comme pour l'industrie aéronautique. Donc en fait, on a un peu de temps sur la planche. Donc on va y aller avec humilité et avec sérieux. Humilité parce qu'on va travailler à partir des données que nous avons. Avec sérieux parce que nous allons mettre en place beaucoup de travaux de recherche pour avoir une image de l'empreinte carbone de la filière spatiale. D'autant que vous savez, l'activité de la filière spatiale est en hyper évolution exponentielle. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ce qu'on ne passe pas d'un impact très léger à un impact très significatif. Et qu'on se situe bien dans une trajectoire de diminution de notre empreinte. Donc on va étudier un certain nombre de leviers. Sur la partie amont, il y a des leviers qui sont évidents de diminution de la consommation énergétique, d'éco-conception, etc. Je pourrais reparler de tout ça parce qu'on parlera de la base spatiale. Enfin, une diminution de l'empreinte, tout ce qu'on a à notre main, c'est-à-dire de l'empreinte carbone de toutes les infrastructures. Ça, c'est quand même à notre main, à la main du CNES et à la main des industriels. Donc il y a un gros travail à faire sur la consommation énergétique. Donc ça, c'est clair. Sur la partie du segment sol, c'est-à-dire toute la partie data, radar, etc., ça recoupe peu ou prou une feuille de route du numérique du gouvernement, puisqu'en fait, on a toutes les problématiques de data center, qui sont des problématiques classiques, donc avec les sujets qu'on connaît bien, d'économie, d'éco-conception, de récupération de chaleur, de diminution de la donnée, etc. Enfin bon, tout ce qui va avec le numérique. Et après, sur toute la partie aval, c'est assez proche en fait. Notre empreinte est très liée à l'augmentation du nombre des terminaux. Donc on a un très gros sujet de mutualisation des infrastructures, de diminution de la production du nombre de terminaux. Je vous dis ça un peu à la louche, hein, mais c'est ce qu'on voit, ce qu'on commence à se dessiner. On sera beaucoup plus précis, évidemment, dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, c'est ce qui apparaît. Bon, bah, j'ai l'exclusivité avant Bruno Le Maire, donc voilà, c'est un gros travail de journaliste de Planète Ingé. On est sur toutes les exclus, nous. Question candide. Est-ce que vous croyez qu'Elon Musk et SpaceX, ils s'embarrassent un peu de toutes ces problématiques-là? Probablement pas, non. Non. Et justement, eux, est-ce qu'on peut dire que... Et voilà, quel est le bon ratio entre s'embarrasser de ces choses-là et peut-être créer des freins et aller de l'avant et
Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bon ratio. Il y a ceux qui sont alignés avec la transition écologique et il y a ceux qui font n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Ok. C'est pas parce qu'on se comporte mal d'un côté de la planète qu'on est obligé de faire pareil de l'autre côté. Non, clairement. C'est quoi les défis techniques et humains? Tu en as un petit peu parlé au tout début. Tu parlais de la culture des ingénieurs. C'est quoi les défis techniques et humains les plus importants pour toi à surmonter pour atteindre ces objectifs indispensables de décarbonation de la filière? Les défis techniques sont toujours plus faciles à résoudre que les défis humains. C'est vraiment là la problématique. C'est un défi sociétal et social en fait. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est une hypercroissance qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Et donc en fait, c'est notre propre capacité en fait à réguler, à prioriser nos besoins en fonction d'un certain nombre de critères qui sont des critères de souveraineté, de protection. Voilà. On veut garder un accès à l'espace parce qu'on considère qu'on ne veut pas dépendre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on construise nos fusées, nos gros porteurs, peut-être un minimum de satellites. Typiquement, le choix d'Iris Square, c'est un choix de souveraineté de l'Union européenne. Donc on a des choix comme ça. Et il va falloir prioriser ça par rapport à d'autres choses, puisqu'on ne va pas pouvoir tout faire. On ne va pas pouvoir faire chacun des constellations de 40 000 satellites. Il n'y a aucun monde dans lequel c'est possible, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde accepte d'orienter la création de valeur vers des produits ou des services qui sont à très faible empreinte. Ça va nous obliger à une certaine forme de sobriété, ça c'est certain. Mais c'est certain, et ça c'est extrêmement difficile. Vous voulez dire à des entreprises qui sont en train de se créer que leur empreinte carbone doit être extrêmement limitée. Ça veut dire qu'il faut mutualiser des infrastructures au maximum. Ça veut dire que quand vous créez un service, vous ne pouvez pas en même temps créer le boîtier qui va avec, la petite, parce que sinon, ça veut dire que chacun fait ça. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut parfois réfléchir en low-tech. Alors, en low-tech, hein, je ne suis pas en train de parler en pas huile, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir avec de l'existant et pas de la création. C'est-à-dire que utiliser des infrastructures existantes ou des données existantes et créer de la valeur par le travail autour de cette donnée. C'est beaucoup ça sur le travail aval. Sachant que toute tonne de CO2 produite par le secteur spatial est une tonne de CO2 qu'il faudra soit compenser, soit retirer ailleurs, à quelqu'un d'autre. Dire à l'industrie automobile, ben, guess what, en fait, on fait du spatial, donc on fera moins d'automobiles. Les gars, c'est à vous, quoi, c'est pas à nous. Ou aux agriculteurs. Ce que j'explique quand même souvent, c'est de dire, quand même, c'est ça que ça veut dire d'être dans un monde fini. Ça veut dire que tout ce que vous produisez, vous devez, si vous n'arrivez pas à l'éviter ou à le compenser, vous venez l'imposer une réduction à quelqu'un d'autre. Donc, comme on est déjà très, très à crédit, c'est très compliqué. Donc, en fait, les principaux défis, ils sont vraiment là. C'est de dire aux gens, attention, les services que vous allez proposer, ils doivent être au maximum éco-conçus, utiliser de l'existant, faire un minimum de déchets et être in fine potentiellement compensable, sachant qu'on ne va pas pouvoir tout compenser. Hein, donc, c'est pas en rase gratis. Hein. Donc, en fait, ça oblige à un changement de paradigme. Beaucoup d'innovation, sans doute de process, beaucoup d'innovation aussi dans les matériaux. Donc là, il y a cette partie technique-là. Mais le plus complexe, c'est d'imaginer des business models qui soient des business models soutenables. C'est très complexe. Oui. Et d'ailleurs, pour ajouter un paramètre complexe là-dedans, tu en as un petit peu parlé, c'est quand on agit d'un côté
au niveau mondial, au niveau français ou européen. Il se passe des choses à côté qu'on ne maîtrise pas. Comment justement ça se passe, la collaboration avec les agences spatiales internationales? Comment ce message-là est perçu à l'international? Bah, comme dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire qu'il y a une certaine, à la fois il y a un accord parce que il n'y a pas grand monde, bon, ou en tout cas des petites franges, ça existe, mais moins quand même, surtout dans les agences spatiales, ne met en cause le changement climatique. D'autant que les satellites sont les premiers à le voir. Donc, si vous voulez, c'est pas un monde dans lequel on rencontre beaucoup de climato-sceptiques. Donc, en règle générale, sur un plan théorique, intellectuel, il y a une grande mobilisation des agences sur le changement climatique. Parce que les sujets d'observation de la Terre sont parmi ceux qui mobilisent beaucoup les agences. Et notamment ce que l'on fait, nous, avec l'Observatoire spatial du climat, qui est une grande alliance internationale et qui est un des éléments de la chaîne de la coopération internationale et scientifique entre les agences spatiales qui existent depuis longtemps, pratiquement depuis la création du GIEC. Donc, puisque l'ensemble des agences spatiales coopèrent de façon très importante en matière d'observation de la Terre, de calibrage des données, de validation de la donnée. Ils ont créé les variables climatiques essentielles pour la modélisation du changement climatique. Donc, il y a des grandes organisations de coopération d'agences spatiales sur les sujets climat depuis très longtemps. Ça fait partie, en fait, des premiers sujets de coopération internationale. Donc oui, sur ce sujet, très bien. Après, c'est toujours pareil, c'est que quand vous rentrez dans le dur et qu'on commence à expliquer qu'il faut faire moins, c'est très compliqué. Donc, comme partout ailleurs, c'est-à-dire on est tous d'accord sur le changement, on n'est jamais d'accord pour faire les efforts qu'il faut pour diminuer son activité. En conséquence, après, donc le spatial, c'est beaucoup, on va dire, beaucoup caché un petit peu derrière l'activité totalement réelle qu'elle fait pour la lutte contre le changement climatique, pour éviter de réfléchir en fait à sa propre empreinte. C'est pas parce qu'on a une activité évidente en matière d'observation de la Terre qu'on n'a pas aussi une empreinte extrêmement forte, en particulier dans le secteur des télécoms. Parce que en fait, l'activité spatiale est largement orientée vers les télécoms. La télé par satellite, les télécommunications par satellite et l'Internet par satellite. C'est ça l'empreinte majeure du secteur spatial. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il va falloir faire un très gros effort à l'avenir. Et c'est là où l'empreinte de l'Europe est extrêmement limitée, hein, puisqu'en fait, nous avons de toutes petites constellations. Galileo, qui n'est pas du télécom, mais qui est du GPS, enfin du GNSS, hein, du Global Navigation System Service, est une petite constellation. Et ce que nous envisageons de faire de télécommunications sécurisées européennes, Iris2, ce serait une petite constellation. On a OneWeb, qui est une petite constellation aussi, on est en train de parler de 600 satellites. Donc en fait, rien qui ne soit soutenable en fait, au niveau européen. Donc on est plutôt très très bons élèves au niveau européen. Ce qui est inquiétant, c'est les 40 000 satellites envisagés par les différents pays pour faire de la constellation, des constellations de télécommunications, et qui posent des problèmes non seulement en termes de, là pour le coup, d'émissions, parce que c'est pas soutenable, mais aussi en termes de débris spatiaux, qui est un vrai sujet, et d'encombrement des orbites basses. Ouais, on a fait un épisode à ce sujet, justement, c'était l'épisode avec Lucie. On parlait de cette gestion des débris spatiaux. Je vous encourage à aller écouter l'épisode, il est disponible sur YouTube, et à vous abonner à la chaîne, évidemment. Et à la partager aussi, ça fait partie du jeu. En quoi ça consiste exactement, l'Observatoire du climat dont tu viens de nous parler? Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne sont pas du milieu, nous expliquer son rôle et puis les actions concrètes qui sont mises en place? Alors, l'Observatoire spatial du climat, donc c'est connu à l'international sous le nom de Space for Climate Observatory. C'est une alliance internationale qui a été créée au moment du One Planet Summit, du premier One Planet Summit, justement donc en 2017. L'idée a été proposée par la France et par le CNES en 2017 au président de la République Emmanuel Macron, qui avait organisé ce grand rendez-vous international. Les agences spatiales ont proposé de se réunir autour d'une alliance pour développer des projets très très opérationnels de lutte contre le changement climatique utilisant de la donnée spatiale.
Alors, concrètement, aujourd'hui, on est 46 pays. Il y a 46 pays et des organisations internationales. Donc, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bureau des affaires spatiales de l'ONU, l'ESA, bien entendu, pour les organisations internationales. Et puis ensuite, vous avez les pays qui sont représentés par leur agence spatiale. Ça fait à peu près 46 membres, donc c'est pas nul. Et depuis 4 ans, donc ça a maturé, ça a été lancé officiellement en 2019 au moment du Salon du Bourget, là encore par le président de la République Emmanuel Macron. Et donc depuis, ça fera bientôt 5 ans, depuis 5 ans, on a à peu près 70 projets dans le monde qui sont des projets qui en fait essayent de faire ce dernier kilomètre d'utilisation. On a beaucoup de données spatiales, beaucoup. Donc qui utilisent la donnée spatiale d'observation de la Terre, que ce soit du radar ou de l'optique, et qui viennent en aide à certains territoires pour résoudre, pour se préparer. C'est plus de l'adaptation que de l'atténuation au changement climatique. Typiquement, vous êtes un territoire côtier, et vous savez qu'avec l'élévation du niveau de la mer, vous savez qu'il y a des projections à 20, 30 ans qui montrent que votre territoire va être envahi par les eaux et que ça va avoir un impact sur un certain nombre, sur des hôpitaux, sur des maisons, etc. L'Observatoire spatial du climat développe des projets sur les territoires côtiers au Sénégal, en France, notamment en Normandie, où on a des gros problèmes de recul du trait de côte, avec des maisons qui tombent, etc. Dans le sud de la France, du côté de Palavas. Et donc, il y a des entreprises qui proposent, et qu'on appuie, qui proposent des outils qui vous font de la prévision, qui vous disent, voilà ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, et qui aident du coup des décideurs locaux à prendre un certain nombre de décisions, que ce soit des élus ou d'autres décideurs en fonction de ce à quoi ça s'adresse, en disant, voilà, il va falloir qu'on réorganise, qu'on fasse nos plans locaux d'urbanisme, qu'on déplace un hôpital, qu'on arrête de faire des développements touristiques sur des côtes parce que l'eau va arriver là. Et donc, c'est des outils de ce genre-là dans tous les domaines. Et l'intérêt de l'Observatoire international, c'est que les projets qui sont développés à un endroit peuvent être répliqués ailleurs. Donc, c'est du partage de biens communs. Donc, on a 70 projets qui touchent tous les domaines. Des domaines agricoles, typiquement, vous avez, à cause de l'élévation du niveau de l'eau au Vietnam, vous avez des rizières qui sont détruites parce que la salinité de l'eau détruit les rizières. Donc là, de faire des prévisions et de dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Et les outils qui sont développés là peuvent être développés ailleurs, typiquement en Inde, par exemple. En épidémiologie, avec l'élévation de la température, vous avez de développement typiquement d'arboviroses qui sont transmis par des moustiques. Et donc, on sait prévoir, et c'est un outil qui a été développé dans le cadre d'un projet SCO utilisé par l'OMS pour faire des prévisions de diffusion de maladies. Aujourd'hui, avec le choléra aussi. Des îlots de chaleur urbains. On est capable d'observer depuis l'espace et de dire, on croise les données d'observation d'îlots de chaleur urbains avec des données bâtimentaires, des données locales, et qui nous disent, voilà, d'ici 20 ans, il va faire 50 degrés au centre de Paris, où il va faire... et donc, comment est-ce qu'on fait pour aménager la ville où est-ce qu'il faut mettre de l'argent sur les bâtiments pour les isoler davantage et lutter contre les îlots de chaleur, etc. Vous avez le rapport Paris à plus 4 degrés. Un monde avec plus 4 degrés, c'est un monde dans lequel vous avez des journées à plus de 45 degrés et où ça peut monter au-delà de 50 dans des endroits dans lesquels vous avez des forts îlots de chaleur. Alors, en fait, dans tous les sujets, je vous dis 70 projets partout dans le monde, et cette alliance internationale, elle partage les projets, elle fait des appels à projets. Vous avez des entreprises qui viennent, qui utilisent la donnée. Donc, c'est un très bon exemple d'utilisation de la donnée spatiale existante, produite internationalement. Elle est produite en Europe, mais comme c'est une alliance internationale, on va chercher de la donnée un peu partout. Et on a aussi dans la biodiversité, il y a des projets dans tous les domaines. Et donc cette alliance, elle a vraiment pour vocation de faire en sorte que les territoires puissent répondre à leurs propres problèmes et que ce qui bénéficie à un territoire puisse bénéficier à un autre. Voilà. Ok, écoute, Laurence, merci parce que je t'ai posé une toute petite question et tu nous as expliqué plein de choses. Donc là, on s'est régalé. Je voudrais qu'on parle d'un troisième sujet. Tu nous as parlé du port spatial en Guyane et comment on transforme alors ce port spatial pour en faire le premier
support écologique. Mmh. Comment on montre la voie, parce qu'il n'y a rien de mieux pour faire changer les choses que de montrer la voie et d'agir pour donner l'exemple aux autres. Donc, Oui, oui, tout je ne à sais plus fait. qui me disait, alors je crois que c'était dans l'épisode avec Isabelle de chez Vinci, Isabelle Spiegel, Mmh. qui disait ce qu'il y a bien dans le développement durable, c'est que on peut copier-coller, on a le droit, c'est pas comme à l'école, on a le droit de copier-coller ce que font les autres. Donc, montrons l'exemple. Explique-nous un petit peu les initiatives du CNES Mmh. qui vont être mises en œuvre ou qui sont déjà mises en œuvre Mmh. pour avancer sur ce Mmh. sujet-là. Alors on fait un développement tous azimuts en Guyane parce que la base spatiale, c'est 15% de l'énergie guyanaise. C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et que par ailleurs, l'énergie guyanaise, vous savez, il n'y a pas de centrale nucléaire en Guyane. Et donc, c'est pas prévu. Et donc, l'énergie que nous avons actuellement est une énergie de source, une énergie fossile qui vient par bateau, quoi, hein. Voilà, c'est du fossile. Donc, c'est très émetteur. Et puis, il y a une forme d'énergie renouvelable, mais qui malheureusement est très émettrice aussi, qui vient d'un barrage qui a été construit dans les années 90, le barrage de Petit Saut. Et pour construire ce barrage, on a inondé de la forêt tropicale. Et la forêt tropicale, elle pourrit et elle moisit à l'intérieur de l'eau. Ouais, et du coup, quand vous produisez de l'électricité, vous brassez l'eau et ça fait sortir massivement du méthane. Et donc, malgré le fait que ce soit de l'énergie renouvelable, c'est une énergie excessivement émettrice. Donc, quand je fais le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du CNES, avec la partie base spatiale, 80% de mon émission, de mes émissions de CO2 sur cette partie d'émissions énergétiques du CNES, c'est la Guyane, alors qu'il y a 200 personnes en Guyane et qu'on est 2000 à Toulouse. Donc, en fait, on a le principal problème que nous avons en Guyane, c'est la production énergétique. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille sur deux voies. Quand on veut diminuer ses émissions du fait de l'énergie, il y a une première voie, c'est sobriété, modernisation. C'est-à-dire qu'on fait des bâtiments, on change les bâtiments. C'est des vieux bâtiments, la base spatiale, ça fait longtemps qu'elle existe. Donc des vieux bâtiments, on les rend plus modernes, on modernise le système. Tout le système électrique, on modernise la climatisation. La consommation énergétique que nous avons en Guyane, c'est essentiellement de la climatisation, en plus de la production des ergols, mais c'est essentiellement de la climatisation. Et donc, on essaye d'être beaucoup plus efficace. On augmente la température, c'est-à-dire on diminue la clim, on augmente un peu la température tant que faire se peut. Et le brassage et l'air que nous avons dans les espaces d'assemblage des satellites qui doivent être évidemment, qui sont très purs, voilà, très contrôlés. Donc, on essaye de diminuer beaucoup. Et l'autre partie qu'on fait, c'est sur la partie production énergétique, c'est-à-dire que ce qu'on va progressivement faire, c'est se débrancher du réseau guyanais. Donc on commence là, la première initiative qui aboutit, on les a lancées un peu tous en même temps, mais elles aboutissent pas tout de suite, tout en même temps. La première qu'on vient de lancer, c'est de la production d'hydrogène vert. Moi, je crois beaucoup dans l'hydrogène vert. Nous avons monté un très gros programme avec les industriels de la base, avec le soutien de l'ADEME et de l'Agence spatiale européenne. Nous avons monté un très gros programme de production d'hydrogène vert, de création, c'est même plus que ça, c'est création d'une filière hydrogène en Guyane. La première dans les territoires et domaines d'outre-mer. Toute première. Donc ça veut dire que depuis l'amont, champ photovoltaïque, production de notre hydrogène, par électrolyse de l'eau, hein, puisqu'avant on faisait venir l'hydrogène pour les fusées d'Ariane 6, on les faisait venir de Trinidad et Tobago en bateau, et on faisait du vaporéformage, donc c'est extrêmement émetteur. Donc on produit notre propre hydrogène. Cet hydrogène, il y a une partie qui va partir sur Ariane 6, pour les ergols d'Ariane 6, et puis il y a une partie qui va partir pour de la production électrique sur des usages qu'on dit stationnaires, c'est-à-dire qu'avec des générateurs, parce qu'on a beaucoup de générateurs qui utilisent du fuel pour faire de la redondance, parce que si jamais il y a des problèmes électriques, on a beaucoup de générateurs qui nous servent de secours. Donc on va utiliser des piles à combustible, donc on va tester les piles à combustible et utiliser ça, et en aval pour des utilisations de mobilité. Donc on va développer aussi la mobilité, c'est-à-dire des véhicules à hydrogène, quoi. Et tout ça, on fait aussi de la formation, de la maintenance. Donc c'est toute une filière qu'on est en train de développer.
Mhm. Et la deuxième chose, et là vous allez voir, on parle encore de techno très, très mature, c'est la production de froid et de la trigénération avec des centrales à biomasse. Donc il y a actuellement 5 centrales biomasse en Guyane et on propose, nous, sur la base, d'en construire une, voire deux. C'est déjà dans le plan c'est déjà écrit dans le plan de programmation de l'énergie de la Guyane. Et là, c'est pour faire trigénération, donc électricité chaud-froid et en particulier du froid. La problématique que nous avons là, c'est une problématique d'accessibilité de la biomasse, parce qu'on n'est pas exactement en train de parler des pins des Landes, là, on est en train de parler de bois tropical, extrêmement protégé, et donc il n'est pas question hors de question qu'on fasse de la déforestation, donc ça veut dire qu'on ne peut avoir de la biomasse que issue de défriches agricoles ou d'opérations de défriches de type réalisé par l'ONF, c'est-à-dire très très contrôlé et en très petite quantité. Donc c'est là-dessus qu'on travaille et sur lequel, avec ça en fait, avec l'hydrogène, moi je crois énormément dans l'hydrogène. Pour les territoires non interconnectés, c'est remarquable, c'est facile. Et je pense que ça peut devenir en plus, pour l'ensemble du territoire, une solution. C'est tout petit, hein, la Guyane, c'est vraiment la bande côtière uniquement. Hein. Donc ça peut devenir une solution extrêmement intéressante, globalement, pour plein d'usages. Et pour les populations, aussi une source de formation, etc., qui est intéressante, de compétences. Pour le reste, on peut avoir la biomasse. Avec ça, on sera à plus de 90%. Si on qualifie toutes nos piles à combustible, là aussi, c'est une technologie qui est validée. On pourra arriver à 100% pratiquement. Ce qui nous manquera probablement, c'est pour les futurs lanceurs. Et donc là, on est en train de se creuser la tête pour essayer d'y arriver, du production de biométhane pour éviter d'utiliser ou de faire venir du méthane, de produire le biométhane localement à partir probablement de méthaniseurs, là encore, techno assez connu. Le problème, c'est les bassins versants et l'organisation, la rentabilité d'une filière de biométhane. C'est pas complètement évident pour l'instant. Donc avec ça, Ouais, on couvre l'essentiel de nos usages, sachant qu'il n'est pas possible de faire d'éolien chez nous. Ça ne marche pas très bien. Toutes les études montrent qu'on n'a pas suffisamment de vent, ou alors il est très loin. Il faudrait faire du raccordement avec de l'ensouillage de câbles. C'est très complexe. Et en plus, on a des tas de problématiques militaires de surveillance à cause de la base, quoi. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec des éoliennes. Donc, En tout cas, ça met bien en avant la collaboration nécessaire avec toutes les industries absolument. qui gravitent autour, parce que là, on est vraiment dans l'industrie Ouais. génération d'énergie lourde, Mm. la production, le Power to X, Absolument. les industriels qui maîtrisent, etc. C'est vraiment intéressant, ces interconnexions. Mm. Et justement, les connexions aussi avec les communautés locales. Il y a une grande responsabilité, en tout cas la base spatiale a une très grande responsabilité sociétale locale. L'histoire de la base spatiale n'est pas simple, hein, puisqu'évidemment on est venu s'installer là et ça s'est pas fait sans difficulté, comme toute installation de métropole dans un territoire qui a sa propre culture et qui nous a pas attendu, quoi. Donc avec des tensions récurrentes et régulière. La base spatiale est un gros employeur, hein, localement, donc à la fois on en a beaucoup besoin et localement les populations et les industriels localement sont très très impliqués dans à la fois la formation et jouent un rôle d'employeur. Et donc il y a aussi un retour. Il y a aussi un retour vis-à-vis de ces populations locales en matière culturelle, en matière de développement économique. Donc on est très impliqués. C'est pas toujours facile. D'autant qu'avec ce qui s'est passé, la crise en Ukraine, le départ de Soyouz, la diminution de la cadence des Ariane avant le redémarrage d'Ariane 6, ça fait qu'il y a eu un plan de licenciement, donc ça a été très compliqué pour les populations localement. Les difficultés qu'on rencontre, je dis, en dehors de CNES à proprement parler, mais de la présence française au milieu d'un territoire qui vivait avant que nous arrivions,
est assez classique de tous les problèmes qu'on peut avoir, rencontrés dans d'anciennes colonies typiquement, hein. Et pour nous, ça reste, en tout cas moi quand je vais là-bas, ça reste une préoccupation extrêmement forte que de notre implication sociétale. Donc c'est pas un vain mot, la responsabilité sociale de l'entreprise du CNES en Guyane. Il y a beaucoup de rapports et beaucoup de rapports parlementaires qui ont été faits sur les difficultés que peuvent rencontrer les Guyanais au quotidien, sur la difficulté de la vie en Guyane. C'est très particulier la Guyane, hein, avec ces populations qui habitaient de façon assez lointaine, non connectées par des routes, etc. Enfin, la vie peut être très dure quand même. Et on s'y est pas toujours bien pris, c'est très clair. Donc il faut aujourd'hui être très attentif à ça. Ok, merci beaucoup pour cette vision là qu'on n'a pas toujours de ce qui se passe loin de chez nous. En tant qu'ingénieur, c'est quoi ta vision du monde du futur? Moi, je suis Parce pas qu'on a ingénieur, toujours. moi. Oui, d'accord. Je suis pas ingénieur, mais Oups, on coupera ce petit passage, cette révélation. Non, je suis pas ingénieur, mais comme j'ai toujours travaillé avec eux et que depuis toujours, je suis à la fois dedans et à la fois dehors, mais ça m'empêche pas d'avoir justement une vision et c'est très complémentaire, je pense aussi. Des qualités très complémentaires. Donc la question c'était quoi? Ma vision du futur, pourquoi? À part ton coming out. Et c'est quoi justement le message clé que tu souhaiterais passer aux prochaines générations de scientifiques et d'ingénieurs qui rejoindraient le monde de l'aérospatial? Alors moi je dirais, on a plus que jamais besoin d'ingénieurs. Mais plus que jamais. C'est une nécessité. Je voudrais que des femmes viennent dans le secteur spatial. Je voudrais qu'il y ait plein de jeunes ingénieurs femmes qui viennent. C'est un monde qui est encore trop masculin et ici comme ailleurs, on a besoin de biodiversité. On a besoin de gens de la diversité des gens. On a besoin de beaucoup de créativité. Et la créativité, elle vient de la diversité des expériences des gens. Elle vient de la confrontation des points de vue. Donc on a besoin de plein d'ingénieurs qui avec des nouvelles formations. On a besoin de gens qui travaillent dans l'éco-conception, on a besoin de gens qui travaillent sur les analyses de cycle de vie, on a besoin de plein d'énergéticiens, de spécialistes des matériaux. Donc on a vraiment besoin de gens qui ont envie de contribuer à cette transition et qui se mettent dans cette perspective du bien commun parce qu'il va falloir qu'on priorise nos usages. En fait, comme on ne va pas pouvoir tout faire, va falloir qu'on priorise nos usages et donc on a besoin de gens qui sont emballés par l'idée de contribuer au bien commun en étant très créatifs et en venant de plein d'endroits différents, donc qui se censurent pas surtout. Il y a plein de jeunes qui se censurent parce qu'ils se disent je vais pas y arriver, c'est trop dur d'être ingénieur, mais enfin vous savez ça. Donc on leur dit tout le temps mais venez nous, quoi. C'est le message qu'on passe. Après, pour avoir fait plusieurs épisodes sur le spatial, moi je fais le constat quand on sort d'école d'ingénieur. Bon, c'était vrai à mon époque. Je connais moins peut-être la situation maintenant, mais à l'époque c'était un univers très fermé, très élitiste, et malgré les appels que tu peux passer, que Lucie a pu passer, etc. Quand on essaye de pénétrer cet univers-là, on sent encore beaucoup de silos, de cloisons. Et pourquoi les femmes, justement, Laurence, est-ce que les femmes sont plus sensibles à ce sujet du développement durable, de la transition, de la nécessité du changement? Est-ce qu'elles sont plus rationnelles? Est-ce que les mecs sont plus... je sais pas. C'est pas une vérité. Ce qui est une forme de vérité, c'est que qu'on constate, mais c'est peut-être circonscrit dans le temps, ça durera peut-être pas toujours, mais il y a une attention au pragmatisme de l'évolution des conditions de vie et des conditions environnementales auxquelles les femmes sont plus sensibles. Elles sont moins élevées dans le culte de la performance technique. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas du culte de la performance technique, ça c'est sûr. C'est vraiment, c'est une orientation beaucoup plus tournée autour de la préservation de la ressource. Et ça, c'est quelque chose auquel traditionnellement elles sont plus sensibles. Je dis traditionnellement parce que ça change.
Le secteur spatial s'ouvre aujourd'hui à des besoins en compétences énormes dans des domaines qui sont pas qui sont moins classiquement du spatial, mais qui sont de tout type de process. On a besoin aussi maintenant de spécialistes de l'énergie, on a besoin d'écologues, on a besoin de gens comme ça. Moi, je vais recruter là des dans mon équipe là, je vais ouvrir un poste pour un ingénieur spécialiste en éco-conception biosourcée et analyse de cycle de vie. Donc, vous voyez, là, on n'est pas sur des profils traditionnels du spatial. Tout le secteur spatial va recruter là-dedans. Mais là, chez Thales, chez Airbus, tout le monde. Donc, on a des portes qui s'ouvrent. Et pourquoi des femmes? Parce que c'est pas bien d'avoir des profils qui sont trop homogènes. Là, je dis encore des femmes, mais je pourrais dire n'importe qui issu de la diversité. C'est le croisement des regards qui fait l'innovation. Donc, on a besoin de gens différents. Et là où il y a trop de mecs, c'est jamais bon. Mais de la même manière, là où il y a trop de femmes, c'est jamais bon. Là où il y a trop d'un monde qui se ressemble, moi, mon mari travaille dans la finance, ils se ressemblent tous, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Effectivement, un petit peu. Écoute, je propose que ce soit le mot de la fin, Laurence. Très bien. D'habitude, je demande aux invités s'ils ont un livre à recommander ou ton livre de chevet en ce moment, qu'est-ce que c'est? Oui, alors j'ai un roman et un livre, et un essai, parce que je lis toujours les deux, je lis toujours les deux en parallèle. Et là, je viens de lire un roman absolument génial qui s'appelle D'or et de sang et qui est le dernier Jean-Christophe Ruffin. J'ai lu ça le week-end du 8 mai, je vous conseille d'aller lire ça, c'est absolument génial. Et puis, je suis en train de lire un livre assez sympa qui s'appelle Homo Ludens, qui est un essai écrit par Alexandre Cadin, qui est alors lui, il a un profil plutôt HEC, entrepreneur, et on a beaucoup travaillé avec lui au CNES, et il a sorti un livre qui fait, alors on a travaillé avec lui parce qu'on a développé un jeu vidéo, il a créé plusieurs entreprises, et notamment il a une boîte qui s'appelle World Game qui crée des jeux vidéo, et on en a fait un sur les débris spatiaux. Et il a écrit ce livre qui est un essai de réflexion sur une analyse de l'évolution des jeux, de la même manière qu'on analyse à l'aune de notre conception de l'écologie. C'est-à-dire que les jeux comme étant des représentations du monde. C'est hyper intéressant, c'est un tout petit essai. Et voilà. Et le prochain que je vais lire, c'est Pablo Servigne, parce que je lis tout ce qui sort, donc voilà. Écoute, très bien. On donnera les références dans le descriptif. En tout cas, ça a été un grand plaisir de te recevoir dans Planète Ingénieur. Laurence, un point de vue très éclairant. Il y a beaucoup de densité dans tout ce que tu as dit. Je pense que c'était bien aussi, d'ailleurs, que tu ne sois pas ingénieur. Comme ça nous donne aussi une vue différente un petit peu des invités habituels. Alors c'est marrant parce qu'il y aura d'autres invités qui vont venir qui seront sûrement en contradiction ou pas d'accord ou d'accord mais avec toi, mais c'est ce qui fait la diversité de l'émission et moi moi j'adore ça. Écoute Laurence, c'est ta minute promo. Attends, ne t'en va pas. Les invités ont leur minute promo. C'est la libre antenne. Tu peux dire ce que tu veux, passer un message. Voilà. Le micro est à toi et ce sera le mot de la fin. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Et je laisse le mot de la fin à Laurence. Je vais faire ma minute promo sur deux choses. J'ai fait un keynote speech à Change Now. Pour la première année, il y avait une table ronde sur le secteur spatial. C'est la première année qu'on faisait ça et j'ai fait tout un topo. Vous pouvez aller le voir, un keynote speech. Vous pouvez aller le voir en ligne où j'essaye de tracer un petit peu la trajectoire du spatial aujourd'hui, des enjeux, comment est-ce que cette industrie peut se décarboner ou pas, voilà, quels sont les grands enjeux et j'ai essayé d'être très pédagogique, donc je vous invite à aller le voir. Et le deuxième point sur lequel je vais faire de la promo, c'est rejoignez vraiment, pensez à rejoindre le secteur spatial, surtout si vous êtes une femme, si vous avez mais pas que, si vous êtes d'horizons différents, venez nous rejoindre. Il y a plein d'offres d'emploi au CNES et vous travaillerez pour le bien commun dans une entreprise qui est extrêmement ouverte aux jeunes et aux enjeux d'avenir. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Merci. Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.